Notre France. Notre France, parlons-en. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui à Toulouse. Donc bonjour, j'allais dire bonsoir, non, pas bonsoir. Bonjour, on peut le dire encore à cette heure de la journée. Merci à vous toutes et tous d'être là. Le rendez-vous avait été pris, se retrouver à Toulouse en fin de Tour de France pour faire un point sur cette grande démarche, Notre France, parlons-en. Et pour démarrer, donc, je vais commencer par me présenter, Laurent Sablic de l'agence Grand Public qui est animé ce Tour de France, ces réunions avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Mais je vais inviter celui qui va nous dire ce que nous allons faire cet après-midi, Sébastien Vincini. Je vous demande de me rejoindre. Alors, dans un Tour de France, on dirait que vous êtes le régional de l'étape ou le départemental de l'étape. N'exagérons rien, n'est-ce pas? Donc vous êtes le président du conseil départemental de Haute-Garonne et un responsable national du Parti socialiste. Nous sommes donc à Toulouse aujourd'hui. Avant, nous étions à Rennes, nous étions à Douai, nous étions à Argenteuil, nous étions à Carcassonne, où nous nous sommes vus du reste, à Guéret, à la Seine-sur-Mer, à Famec, dans la vallée de la Fensch, et donc aujourd'hui à Toulouse. Qu'est-ce que nous allons faire cet après-midi? Est-ce que c'est une étape de plus dans le débat entre les Français et les dirigeants socialistes pour parler de la France, ou est-ce que c'est une étape un peu différente? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous faire partager mon plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Toulouse, en Haute-Garonne. Merci d'être venu pour ce moment très important dans cette démarche, alors je dirais innovante, du Parti socialiste, qui était une vraie consultation, grand public, de parler de notre France. Parlons-en ensemble, d'abord, avant de proposer. Et aujourd'hui, c'est la 8e étape, je dirais c'est l'étape majeure, celle de la restitution, de la parole de toutes celles et tous ceux qu'on a entendus du nord au sud, de l'est à l'ouest, en sillonnant le pays. Il y a quelques mois, le Parti socialiste a décidé d'aller à la rencontre des Françaises et des Français. Il décide aujourd'hui de venir à Toulouse pour restituer. Alors pourquoi la Haute-Garonne, vous allez me dire? La Haute-Garonne, c'est une terre de contraste. Une terre, souvent moi je le dis, c'est une France en mini. On retrouve la 3e métropole de France qui côtoie la campagne, qui côtoie la montagne, où il y a des villages de simplement 30 habitants, avec un pôle industriel majeur, l'un des plus grands groupes industriels au monde, les champions de l'aéronautique, c'est ici. Mais ici aussi, en Haute-Garonne, on a connu des désastres industriels avec des délocalisations, des fermetures d'usines, comme Molex à Villemur. Et c'est ici aussi où est né un conflit, il n'y a pas très longtemps, du monde agricole, parce que le revenu médian des agriculteurs est le plus faible en Haute-Garonne. Et pour autant, on a l'une des plus grandes coopératives céréalières qui exportent partout, qui vient aussi de Haute-Garonne. C'est ça les contrastes, et qui finalement, on a entendu tout le long. Et pour nous, c'est important d'avoir libéré la parole des Françaises et des Français. Parce qu'on le dit souvent, les Françaises et les Français, ben finalement, vous êtes les experts de votre vie. Et on a besoin d'entendre ça. On a besoin de se poser. Très bien. Alors, dans un instant, je présenterai le programme de cet après-midi, mais j'ai encore une question à vous poser. Je sais par ailleurs que vous êtes au sein du Parti socialiste en charge de réfléchir au parti de demain, c'est-à-dire de réfléchir aux mutations que tous les partis politiques aujourd'hui en France subissent. Est-ce qu'il y a un lien entre votre travail, on va dire, interne au sein du Parti socialiste et ce qui s'est passé avec des gens qui ne sont pas des socialistes et qui sont venus parler avec vous au cours de ces rencontres? Ça fait partie de ces initiatives pour combler le fossé qu'il y a entre les partis politiques, les élus et nos concitoyens. Le récent sondage, baromètre Civipov, février 2025, c'est très récent. 79% des Français ont une image négative de la politique. 74% ont même de la défiance envers les élus et les partis politiques. Donc à un moment donné, il faut écouter, il faut entendre pourquoi. Et un parti qui se rénove, ça on l'entend depuis Jaurès, qu'il faut moderniser, unir la gauche, se transformer. C'est à chaque rhétorique, finalement, ce sont les mots valises que chaque responsable politique, quand il parle de sa propre formation.
Bon, je crois qu'il y avait un besoin de se poser dans ce monde en bascule, dans ce monde qui s'accélère, pour donner la parole, écouter les douleurs, écouter les peines, comme j'avais entendu à Carcassonne. Qu'avez-vous fait de nos peines? Pourquoi cette dame avait prononcé cela? Elle évoquait la crise des Gilets jaunes, elle évoquait la pandémie, les angoisses qu'il y avait eu pendant cette période-là. Elle était remontée même aux attentats de 2015, c'est pas si vieux, il y a 10 ans. Et aujourd'hui aux angoisses de ce qui se passe outre-Atlantique, à nos portes, avec l'Ukraine. Qu'avez-vous fait de nos peines? Et pour moi, ça, c'est très important. Ce n'était pas qu'avez-vous fait de vos promesses, qu'avez-vous fait de nos peines, de nos ressentis. Oui, est-ce qu'on parle de la vie des gens? Avant de pouvoir en parler avec les mots justes, il faut savoir écouter et entendre et comprendre. Alors, ça sera vraiment ma dernière question, avant que je vous annonce le programme, et vous allez voir, il se passe beaucoup de choses cet après-midi. Des écoutes, des démarches où on entend les gens. Il y en a d'autres, ça c'est fait. Hein. Il y en a une dont tout le monde se souvient, qui s'est appelée le grand débat national. Il y a eu les cahiers de doléances, il y a des concertations, etc. Quand les Français, ils viennent, hein, ils participent, et ils sont volontaires, ils prennent leur journée, leur soirée pour venir dire des choses. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va être utile? Donc ce que vous ont dit les Françaises et les Français que vous avez rencontrés, est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va servir à quelque chose? C'est toujours le risque lorsqu'on lance une concertation. Est-ce que ça va être utile? Tout le monde se pose la question, sinon il n'y aurait pas de défiance. Depuis 2018, autour d'Olivier Faure, il y a une nouvelle génération. Et ce n'est pas une question d'âge. Il y a une vraie nouvelle génération. Il nous a dit 2 mots. Il va falloir beaucoup d'humilité, il va falloir écouter et il va falloir travailler. Ce parti, depuis 2018, il renaît un peu de ses cendres. On n'est pas encore le grand parti de gauche que ce qu'on a été il y a encore une dizaine d'années. Mais pour autant, on apprend à travailler différemment, avec plus d'humilité, d'écoute. Et c'est ce que nous faisons, convention après convention. Il y a des responsables nationaux qui vont présenter le travail déjà, qui est en cours. Et qui se nourrit de la parole de nos concitoyens et de cette démarche. Moi, à titre personnel, par exemple, je suis en responsabilité du département de la Haute-Garonne. Le département de la Haute-Garonne a une émission essentielle sur la prise en compte du handicap. J'ai été frappé parce que j'ai entendu à Carcassonne, mais pas qu'à Carcassonne en écoutant les bandes, partout, sur l'accès aux droits du handicap, faire reconnaître dans les meilleurs délais mon handicap, obtenir la carte de stationnement le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Les MDPH, c'est un poison, le poison des délais administratifs. Lorsqu'on a une difficulté, un accident de la vie et qu'on a besoin d'être reconnu pour cela, accéder à des droits, ça prend 8 mois, 9 mois. Mais en tant que responsable, ça m'a interrogé sur ma propre administration. Et ça, c'est une réalité qui vient nous nourrir. Ce n'est pas dans un bureau, dans un salon ou dans une chambre à Paris ou je ne sais où qu'on peut entendre ces mots-là. Comment les gens vivent finalement les services pour mieux les protéger. Très bien, merci Sébastien Mazzini. Voilà, je vais vous reprendre votre micro. Merci beaucoup. Alors, le programme. En fait, vous venez de le planter, le programme, d'une certaine manière, de manière très simple. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie dans cette réunion, au cours de laquelle on va vous présenter, parce que vous ne pouviez pas être partout. Olivier Faure était partout, on va le voir, mais tout le monde ne pouvait pas y être. On s'est beaucoup promené, on a beaucoup écouté, il y a eu beaucoup de dialogues et beaucoup d'échanges. On va s'efforcer, ce qui n'est pas facile, de vous présenter ce qui s'est dit, les moments forts de ces échanges. Ça ne sera évidemment pas complet, pas exhaustif, comme on dit, mais c'est des moments, vous verrez, qui sont extrêmement importants et extrêmement frappants, et je pense qu'ils traduisent bien le ton, à la fois dans le ton et le contenu de ce qui s'est dit. Ça sera une première partie. Vous entendrez quelques témoignages également, et on vous présentera également une analyse avec Frédéric Gilly, que je présenterai tout à l'heure, mais une analyse très précise de la façon dont se sont exprimés les Françaises et Français, le contenu de ce qu'ils ont dit, tout ça classé, analysé avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. C'est très important pour pouvoir le partager. Ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, je passerai le micro à Emma Rafovitch, qui est justement là au premier rang. Ça tombe bien. C'est elle qui va prendre le relais parce que vous avez entendu, vous avez écouté, vous avez dialogué, mais vous avez travaillé et vous allez continuer à travailler. Et c'est ce travail qui va être présenté, c'est le travail de vous, les socialistes. Nous, on a fait notre boulot, on vous a amené des Françaises et des Français pour vous parler. Et avec Emma Rafovitch, vous allez voir, avec les autres dirigeants qui vont s'exprimer à ce moment-là, vous allez voir comment ce travail a été pris en compte, comment il a été entendu.
ce qu'on dit souvent. Et puis, bien entendu, on conclura cet après-midi en donnant la parole à Olivier Faure, qui, comme je le disais, était à toutes ces réunions, a entendu, a écouté, a profité du travail qui est fait par tous ceux qui bossent à ses côtés pour analyser tout ça. Et on entend avec beaucoup d'impatience, Olivier Faure, parce que vous vous êtes bien gardé de tirer des conclusions à chacune de ces 7 réunions. Et vous avez promis que vous les ferez aujourd'hui. Donc, on vous attend pour ça. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que c'est clair. Je ne vais pas beaucoup plus parler, puisque je vais tout de suite vous proposer de regarder Notre France, parlons-en. 15 heures d'échanges et de débats résumés en une vingtaine de minutes. C'est parti. On regarde immédiatement ce qui s'est dit, voilà, un peu partout en France. C'est parti. On se lève tous les matins pour aller travailler, mais on a l'impression que les gens courageux, ils déméritent en fait. On paye nos factures et on peut à peine manger, on peut à peine se payer quelque chose. On a encore un beau pays, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, qu'on voit ce qui se passe dans le monde. C'est dur de se plaindre en France. Maintenant, j'ai l'impression qu'on était haut et qu'on dégringole au fur et à mesure. Que ce soit la scolarité, notre système social, le modèle. Je pense que l'argent avec ce qu'on collecte, il y en a. Moi, j'ai un dégoût des politiques, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je trouve qu'on a des politiques qui sont très déconnectés de ce qui se passe vraiment. On ne donne pas la parole, je pense, aux bonnes personnes. On prend des décisions qui sont complètement aléatoires. C'est parfois incompréhensible. C'est pour ça que je ne crois pas en la politique. J'en ai marre d'entendre mon pays, qui est la France, employer des mots à la télé comme liberté, égalité, fraternité. Je remarque qu'il y a une ascension de précarité, mais fulgurante. Au final, ils en ont quoi à foutre de nous? Ils en ont rien à foutre, parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est appauvrir le pays. Est-ce que vous souhaitez résoudre nos problèmes à nous? Est-ce que vous portez les intérêts des Français? Ou est-ce que vous portez les intérêts d'une certaine minorité, comme on le voit avec Macron, avec les plus riches, ou encore d'une certaine catégorie, c'est-à-dire les Français de souche? On n'a plus cette confiance en vous. Excusez-moi de le dire, mais déjà, si vous n'arrivez pas à travailler ensemble, comment nous, on peut vous faire confiance? Essayez de vous rejoindre les uns les autres, même si vous n'avez pas la même opinion. Essayez de trouver un consensus pour essayer de faire évoluer cette France. Moi, j'ai la chance d'avoir mon fils qui travaille en ce moment au Texas. Il me dit, papa, la France, vu des États-Unis, c'est le bordel. Regardez la chaîne de l'Assemblée, excusez-moi, c'est le bordel. Je lui dis, mon fils, du chaos va naître l'équilibre. C'est important, monsieur Faure, notez ça. Du chaos va naître l'équilibre. La France, pour moi, en ce moment, c'est quelque chose de très chaotique. Comme l'impression d'une cocotte minute qui va exploser, une pression sur tout le monde en permanence. Le monde, la France et moi, je pense à tous les pays en guerre, toutes les famines, toutes les crises climatiques, vraiment tout ça. J'ai pas trop espoir pour le futur. Concernant le dérèglement climatique, la chaleur, la pluie, on n'a même pas de saison des pluies. Et vu comment ça part, j'ai même plus envie de faire d'enfants. Si on se fie aux informations, on pourrait dire que tout va mal, alors qu'en fait tout ne va pas si mal. On a des entreprises qui sont viables, qui évoluent au CAC 40, ce qui n'est pas rien quand même. La France a énormément d'atouts. En fait, elle a un terreau qui est extrêmement fertile, des ingénieurs et des cerveaux. Après, un des enjeux de la France, c'est de conserver, de garder ses talents. La France, avant, ça faisait un petit peu rêver. C'était à l'époque, je pense, de Chirac. Si elle prend une décision, elle prend une décision. Les autres pays respectent, écoutent, que là, elle est plutôt suiveuse que meneuse. On trime beaucoup pour pas avoir grand-chose à la fin. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, j'ai commencé apprenti. Je suis chef d'équipe, toujours au même salaire. Demain sera sûrement un monde bien plus compliqué et bien plus cruel que ce qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui vont plus pouvoir supporter les frais de l'inflation, plus pouvoir se nourrir correctement. Si ça continuait comme ça, la seule chose qu'on subirait en France, ce serait une guerre civile. Pour moi, la France, c'est même plus la France. On n'a que des immigrés, il y a peu de Français. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent pour les papiers, parce qu'ils ont beaucoup d'aide aussi, on va pas se mentir. L'image de la France a toujours été une terre d'accueil. Les boat people qui venaient du Vietnam, les gars qui viennent d'Afrique du Nord, le machin, ils savent que la France, c'est comme une mère patrie. La question décisive pour l'avenir du pays, je dirais l'immigration. En fait, c'est un sujet qui est tout le temps remis à
à la page, mais en même temps, bon, j'ai l'impression dont on parle jamais vraiment. Il faudrait vraiment exploiter une bonne fois pour toutes le sujet de façon claire, de façon honnête. Pour l'avenir de la France, pour moi aujourd'hui, c'est la place de la femme dans la société. Les hommes prennent toujours des décisions pour nous. Les entreprises, dans la vie de tous les jours, doivent encore malheureusement toujours prouver. La République devrait donner sa chance à tout le monde grâce à l'école, que l'ascenseur social fonctionne, ce ne soit pas une France de l'entre-soi, du piston. Dire aux gens qui sont à la CAF, au Pôle emploi, vous voulez travailler, c'est ce que vous dites. Donc travailler, ça reste comme ça parce que la France est un pays social. On fait du social. Avec l'inflation, etc., c'est impossible de mettre de côté. Heureusement qu'il y a l'aide sociale, la CAF, quoi. Sinon je m'en sortirais pas, hein. Clairement. Avec qu'un salaire de 1 800 €, je m'en sors pas. Hein. Quel que soit le parti politique, je voudrais qu'ils ne soient plus des comptables, qu'ils soient vraiment des représentants de la République. On est entouré de gestionnaires qui parlent avec un tableau Excel, vous savez. Et c'est la finance qui mène tout. Les dirigeants politiques, ils ont toujours une crise de retard. Ils ne sont jamais en avance de phase. Il faut inventer un autre modèle. Et pour ça, il faut changer de cadre. Il nous faut des personnes un peu inspirantes. Il n'y a plus trop de discours politiques. Ça m'a beaucoup dérangé au moment des législatives. Tout se disait ce qui n'allait pas chez les autres. Je veux des idées pour la France. Ça, nous, les petits travailleurs, eh bien la France, elle ne tourne pas. Mais pourquoi il serait que eux à décider? Des fois, il faudrait faire parler le peuple. Un brainstorming géant. Bonjour, je m'appelle Bruno. Merci Monsieur Ford d'être là parce que vu l'ambiance en ce moment, je ne pensais pas vous voir. Bonjour, je m'appelle Nour, j'ai 18 ans. Je sais pas quoi dire en fait. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans, je suis chauffeur-livreur. Je suis maman de 2 enfants. À 7 ans, je suis venue vivre à la Seine-sur-Mer. Je suis étudiante en apprentissage pour être éducatrice spécialisée. Je suis retraité de la sidérurgie. J'ai grandi à Argenteuil, je suis chef d'entreprise depuis 5 ans maintenant. Je suis venue avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants. J'habite à Leuc, un petit village à côté de Carcassonne. Je suis enseignante en lycée professionnel et moi la France je l'aime et je ne la quitterai jamais. La France elle a une grande histoire, elle a une grande culture aussi avec par exemple la Tour Eiffel ou après les grandes villes qu'on a, Paris, Saint-Malo, Rennes, Montpellier. Tout ça, ça fait qu'enrichir la culture de la France. Il suffit de voyager, d'aller voir dans d'autres pays comment ça se passe, on se rend compte quand même qu'on est fort. On a une économie qui est forte. On a des services publics qui sont forts. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on voit en ce moment, ce qui se passe avec les États-Unis, avec des gouvernements qui chamboulent tout. Nous, on a un pays où c'est quand même structuré, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se serre les coudes. Au point de vue européen, si on veut s'en sortir et prendre un peu pouvoir, quoi, au point de vue mondial. Aujourd'hui, la France, je la trouve belle. Effectivement, il y a de belles choses. Il y a de la culture, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Mais sincèrement, on n'ira nulle part parce que aujourd'hui, la France, on est tellement omnibulé par ces billets verts, ces billets jaunes. On nous dit qu'il faut travailler, mais on oublie tout. On oublie nos valeurs, la solidarité. Plus personne se bat pour ses valeurs et pour nous. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. J'ai découvert à ce moment-là une France pleine de vie, unie, rassemblée, avec le vivre ensemble, avec tout ce système social en fait qui est mis en place. C'est les valeurs de la France. Et là, je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'avais pu vivre dans ce pays commence à se perdre. La France était une terre d'accueil dans les années 50-60. Je suis fils et petit-fils de sidérurgistes. On a tous travaillé dans la sidérurgie. Aujourd'hui, la sidérurgie, elle est au déclin. Tous les grosses sociétés du secteur ont fermé. C'est des milliers et des milliers d'emplois. On a laissé les financiers gérer pour nous. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, les jeunes, pourquoi ils veulent partir? Il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus rien. La France n'est pas perdue, c'est un grand territoire où on a beaucoup de richesses. Je pense qu'il faut reprendre en main beaucoup de choses. Vous voyez, nous, on est dans un territoire agricole. De la Creuse, il y a même plus un abattoir. Je pense qu'il faudra arrêter de taxer les entreprises, que ce soit les plus grosses ou même les plus petites. En plus, le problème, c'est qu'on ne sait même pas où il part cet argent et pourquoi il part. Après, on sait bien, on a notre petite idée, il y a beaucoup de gens qui font rien. Enfin, heureusement, je vais être un peu méchant, mais tout le monde se sort les doigts des poches. La France a des atouts, c'est-à-dire qu'on est quand même présent au niveau du G7, au niveau du G20, au niveau de l'Europe. On a des valeurs en France qui sont exceptionnelles, qui rayonnent encore dans le monde entier. On a les moyens, je pense aussi. C'est beaucoup un problème de redistribution. Et je crois que ces dernières décennies, on a creusé de plus en plus de fossés
entre les gens dans notre société. Je crois au changement climatique, je crois à tout ça. Hein. J'ai une fille très très engagée sur le sujet. En revanche, je suis pas certain que nous, Europe, et toutes les contraintes économiques et tous les dégâts qu'on est en train de faire sur des fleurons de l'industrie qu'on avait en Europe, je pense aux constructeurs français, allemands, qu'on met dans des difficultés très fortes. Je suis pas sûr qu'on va sauver la planète, nous, avec 5% de la population, face à des blocs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. Réindustrialisons un peu la France. Il faut faire travailler l'innovation et la créativité pour développer des produits qui nous rendront leaders sur la fabrication. Sans cela, il y a d'autres pays qui auront la capacité et l'intelligence de le faire. Le rail, par exemple, il est très utilisé pour le TGV. Personne ne sait faire ça. Aujourd'hui, c'est le chaos total. On a en face de nous des gros silos mondiaux. On a les États-Unis qui ont une stratégie ultra-libérale. De l'autre côté, on a la Chine qui sont là pour envahir le monde, entre guillemets, et faire vivre leur pays. Sans l'Europe, la France n'est rien. Mais en France, en Europe, aucune politique sociale, aucune politique économique. Tout va sur le fric. Je suis cadre A, de classe exceptionnelle, et je souffre au travail, et je change de métier. Assistante sociale passionnée, j'ai tout fait. Je peux travailler avec tout le monde, les toxicos, les alcools, les hommes battus. Mais refuser l'alimentaire, c'est plus possible. Alors la dame me dit qu'elle n'a plus rien. Je lui dis quoi? De rajouter de l'eau dans son liquide vaisselle, de rajouter de l'eau dans son shampoing, de rajouter de l'eau à sa vinaigrette, et après elle fait quoi? Elle met de l'eau dans de l'eau. J'ai pas été formée 3 ans à la Croix-Rouge pour faire ça. Il y a 30% aujourd'hui des femmes qui sont monoparentales. On s'en occupe pas. On n'en a rien à foutre des femmes qui galèrent, qui font la guerre à se lever le matin, à s'occuper de leurs enfants, à trouver des solutions pour comment débattre avec une voisine si elle peut récupérer à l'école, aller faire ses courses parce qu'elle a 3 ou 4 boulots, qu'elle est payée que 500 ou 600 euros par mois, qu'elle arrive même pas à manger 3 fois, faire 3 repas. Mais c'est la réalité, messieurs, c'est la réalité. Ça fait 21 ans que je suis agricultrice à Hyères. D'année en année, en fait, je meurs. Il paraît que je nourris la France. Bah, c'est pas la France qui me nourrit. Elle est plutôt en train de me faire crever la bouche ouverte. Heureusement que je suis productrice, comme ça je peux toujours manger ce que je produis. Si je fais le calcul de mon salaire, je fais quoi, 600, 700 euros par mois? On m'a adulé pendant le Covid. J'ai jamais autant travaillé de ma vie pendant 2 mois. Bah, les impôts, ils m'ont trouvé, hein. Bing. Aujourd'hui, pour être entrepreneur en France, il faut être très courageux. L'État, quand vous ouvrez une société, la première lettre que vous recevez, c'est les URSSAF, vous allez nous devoir tant, alors qu'on n'a même pas encore vendu ou conçu quoi que ce soit. Et donc ça encourage pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais passer le message de dire, aidez les entrepreneurs, aidez les entreprises, parce qu'elles vous le rendront au quintuple. Je me suis plusieurs fois posé la question de quitter la France. Au niveau de mon entreprise, on est énormément taxé. Avant d'être un problème d'argent, je pense que c'est un problème de fonctionnement global. Si la France faisait peut-être quelque chose pour ça, moi j'aimerais bien rester ici et j'aimerais bien que nos cerveaux et nos talents restent en France. Je voulais attirer votre attention sur justement les métiers du bâtiment et les métiers essentiels à la société aujourd'hui. C'est des métiers qui sont très peu reconnus aujourd'hui, qui sont très pénibles. On porte des charges, on respire des choses qu'on ne devrait pas. Nos patrons aimeraient bien nous augmenter, mais ils sont accablés par les charges salariales, l'URSSAF et compagnie. Je pense que c'est des problèmes qui durent depuis quelques années quand même, ça. La classe politique est au courant. Moi perso, je crois plus du tout en la classe politique. S'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Il y a les gens d'en haut, les gens du milieu et les gens d'en bas. Quand les gens d'en bas, ils commencent à trop remuer, en haut, ça sent mauvais, on va aider les gens d'en bas. Les gens du milieu, ils survivent, ils se débrouillent, on va pas trop les aider. Donc le vrai problème de la France, c'est le pouvoir d'achat. Ici, les gens, ils font quoi? Ils partent au Luxembourg. Moi, je suis le premier. Je suis parti pour 1500 € de plus. Mais je fais 80 km tous les jours pour aller travailler. La France est un très beau pays, un pays d'accueil, qui donne la chance aux gens de réussir. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile de vivre de son salaire. Je trime à la fin du mois, pourtant travaillons à 2, mon compagnon et moi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait limiter un peu le social. Si on essayait de limiter un peu, je pense que ça devait encourager les gens à se lever. Tout le monde se lève ensemble, on peut y arriver. Ce pull-là, il est tout sale. J'ai pas moyen de m'acheter un autre pull. Ce pantalon-là, c'est mon père qui me l'a acheté il y a 2 ans. Il a plein de traces dessus, je peux pas le remplacer. Je fais des études qui me plaisent. Néanmoins, je suis obligé d'aller travailler tous les week-ends pour tout simplement payer mon logement. Mais en fait, toute ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que je survis. Est-ce que la France est un pays qui donne trop? Peut-être. Mais alors il donne mal.
Parce qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et on a monté un collectif en 2022 pour défendre la Beaucaire. On l'a fait pour notre France. Parce qu'on avait aussi marre qu'on nous dise que nous, les enfants d'immigrés, on était des assistés. La France commence aux frontières des quartiers. Nous sommes encerclés dans un piège où quitter nos quartiers et obtenir un emploi à la hauteur de nos qualifications, c'est pas possible. Je pensais pas prendre la parole aujourd'hui, mais ce matin, j'ai perdu mon arrière-grand-mère. Alors évidemment, il y a beaucoup de tristesse, mais aussi une haine. Dans les derniers établissements où elle a été délaissée. On s'est pas occupé d'elle. On lui a volé ses affaires. Elle a eu des coups. Bref, elle a passé des derniers instants de sa vie terribles. C'est une situation qui arrive et qui fait peur. Maintenant, on a peur d'aller au vieillissement. Pour moi, il faut absolument du social, parce que c'est le ciment de notre société. J'aimerais parler et expliquer un peu le mauvais fonctionnement de l'ASE. Au tout début, on nous sort de chez nous, on nous met dans des hôtels pleins de cafards, très sales. On ne donne que des tickets restaurants, mais 2-3 tickets restaurants, on doit acheter des vêtements. Un an après, il me semble, j'ai failli finir à la rue. Et je pense que beaucoup de jeunes sont dans ça. Je suis une maman de 3 enfants. J'élève mes enfants toute seule et je suis en invalidité et je me retrouve livrée à moi-même pour mes démarches administratives ou avec mes enfants. Je suis agent administratif, j'ai été dans la fonction publique, mais je n'y comprends rien. Je suis dans une association pour les personnes handicapées. Je me suis intéressée à l'handicap maintenant. J'ai vu que tout le monde, les personnes sont perdues. Je suis autiste Asperger. Je suis quand même considéré à plus de 80% handicapé. Ça se voit pas et c'est un gros problème en fait que ça se voit pas parce que j'ai beaucoup miséré avec l'éducation nationale pour avoir des aides aussi. Personnellement, j'ai été largué. J'ai reçu un mail, un beau message un jour dans une petite enveloppe qui me disait pour nous vous êtes plus assez autiste pour être payé. Donc du jour au lendemain en fait on a tout perdu en fait. Il y a beaucoup de gens qui parlent de handicap ou quoi mais je vois jamais rien progresser. La santé, système de santé en France, on est en crise, en déficit de médecins, des soignants, des infirmiers, des aides-soignantes. Et la prise en charge devient de plus en plus compliquée. Mon père, il a un problème au pied, il est diabétique. Là, il a du mal à trouver un spécialiste pour faire une chirurgie. Sinon, il risque quand même la gangrène, de perdre son pied. Et pour l'instant, il trouve personne qui a envie de le prendre. Ou alors, c'est 6-7 mois d'attente. Il peut pas attendre autant. Vous avez devant vous une personne qui a fait une première année de médecine, à qui on a refusé le droit d'être un futur kiné à cause du numerus clausus. Je suis arrivé 253 sur 1200. 253 sur 1200, on vous dit, vous ne pouvez pas être kiné. 4 ans plus tard, je me blesse au genou et je cherche un kiné. On me dit, il faut 2 mois de délai pour trouver un kiné. C'est une incompréhension totale. Tous les jeunes qui traînent dans les rues, pourquoi ils vont pas travailler ? Pourquoi ils sont là à se plaindre tous les jours, à dire j'ai pas d'argent, je paye mes factures tous les mois. Et je pars du principe qu'en fait, se plaindre et se dire je suis chômeur, je trouve pas de travail, pour moi, c'est inadmissible en fait. Pour moi, quand on veut, on peut. Sur l'emploi, en étant responsable d'une agence d'intérim, je côtoie beaucoup de jeunes. On a des vraies difficultés à recruter des personnes qui ont envie de s'investir. C'est bien d'avoir des aides. Je suis très content de vivre en France où on a des aides. Je suis très sensible aux personnes qui ont besoin d'aide, qui sont en difficulté. Mais il y a d'autres personnes aussi qui devraient peut-être moins se poser de questions et se lever plus spontanément. Parce que je pense qu'il faut investir sur soi-même pour réussir déjà à la base. Nous, on le fait en intérim. Hein. Si à chaque fois qu'il y en a un qui passe la porte, ça fonctionne pas et qu'on le jette, non. On va lui donner plusieurs chances à chaque fois. Je suis content qu'il y ait un déclic. Là, on a des belles surprises. J'ai postulé à plus de 20 trucs. J'ai eu 2 réponses. Personne m'a répondu. Je veux bien chercher du travail, mais si j'ai pas d'expérience, vous n'avez pas cette expérience, ou ils ne laissent pas travailler, comment on peut avoir des expériences. J'ai 18 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans, donc je suis pas d'accord sur le fait que si on veut, on peut trouver. Je demande que ça, travailler, moi. J'ai grandi dans un quartier très défavorisé à Famec. J'ai grandi que dans la cité, j'ai grandi que dans ça, dans la délinquance. Je vous dis la vérité, dans la drogue, tout ça. Ça, c'est mon domaine. Dans les cités, dans les ghettos, tout ce genre de choses-là, ce sont des enfants qui n'ont pas connu autre chose, un monde extérieur, que le monde où ils vivent. Il faut les accompagner, il faut essayer de les comprendre. Il ne faut pas rester là en face d'eux, dire « Ah, ça c'est un enfant difficile, ah, ça c'est un autre difficile ». Non, c'est pas « Oui, je vais lui donner, comme on le dit, je vais lui donner des vacances pour comme ça il se calme un peu ». Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai envie d'être styliste, j'ai envie de faire ma propre marque. Mais je sais qu'en tant qu'élève à Argenteuil, je ne pourrai jamais être plus favorisée
une élève de Paris. Par exemple, elle va être plus favorisée, elle va avoir plus de portes ouvertes, alors que je sais que moi, je vais être plus restreint. Notre système est devenu inégalitaire. Nous avons une égalité de droit, mais nous n'avons plus une égalité de chance. Chez nous, on sait très bien que nos jeunes auront très peu de chances d'être pris dans les grandes écoles, par exemple parisiennes. Moi, j'ai des jeunes qui s'engagent, mais du coup, ils s'engagent vers le RN, ils s'engagent dans les extrêmes. On passe notre temps à dire arrêtez d'être raciste. Quand on regarde la télé, même mon ex-mari, il est devenu raciste. Il a fallu lui dire attends, excuse-moi, rappelle-toi, tu as des enfants arabes, tu ne peux pas être raciste. Quand je suis arrivé ici en France, pour moi, en tant qu'Italien, ça a été le pays évidemment de la joie et du travail. À partir du moment où je suis devenu enseignant, j'ai vu peu à peu ce système qui se désintègre de l'intérieur, avec les postes de travail en moins, avec les heures de carence, avec les salaires aussi. Toutes les dernières réformes depuis Macron, tout ça, c'est quelque chose qui stresse énormément les élèves. J'ai réalisé en aidant de mes cousins pour Parcoursup il y a quelques jours que si j'avais été lycéenne aujourd'hui, j'aurais pas survécu. Il y a un énorme problème sur ce qu'on fait subir à la jeunesse de ce pays aujourd'hui et c'est inadmissible, sincèrement ça me révolte, qu'on accepte de remettre l'avenir de la jeunesse sur des plateformes basées sur des algorithmes en espérant peut-être, sait-on jamais, qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais c'est pas trop sûr, puis de toute façon on peut plus classer les vœux, donc c'est pas normal que des jeunes de 18 ans soient aussi stressés. C'est pas normal qu'ils aient des enseignants en face d'eux qui aient autant d'heures de cours. Donc j'aimerais redire à quel point il est urgent, essentiel de faire quelque chose pour l'éducation. Effectivement, avec Parcoursup, etc., c'est quand même quelque chose d'assez stressant. Avec quand même pas mal de concurrence. Par exemple, pour viser des métiers avec un salaire ou des conditions de vie correctes, il faut avoir viser le top du top très vite. Et donc ça va créer, par exemple, pour moi, l'idée de partir, par exemple, de la France pour aller chercher des études qui seront mieux valorisées dans d'autres pays, qui amèneront à des salaires plus grands. Par exemple, le Canada, parce que donne plus cette image d'innovation et de grandeur plutôt qu'une Europe qui fait un petit peu vieillissante. Moi, j'aimerais rebondir sur notamment la fuite de nos talents. J'ai énormément d'amis qui ont quitté la France et je pense que c'est un danger pour nous de perdre. On parle aujourd'hui de nos ingénieurs qui s'en vont. Je vois notamment le Canada qui, priorise la jeunesse dans son programme politique. Nous, j'ai l'impression qu'on est totalement délaissés, que la politique est désintéressée de nos voix. Si je me mets de mon point de vue, en tant que noire, en tant que femme issue de l'immigration, même si on est française depuis 4 générations, en tant que musulmane, donc femme voilée, quand je regarde BFM TV, je me dis la France, elle est islamophobe, la France, elle est sexiste, la France, elle est raciste. Mais quand je côtoie mes collègues au quotidien, je me dis, mais en fait, elle est pas si raciste que ça. Et pareil, mes collègues, quand ils vont me côtoyer, ils vont me dire, en fait, les immigrés, ils nous apportent des choses. Les musulmans, c'est pas des terroristes. Et je pense que le vivre ensemble, ça va vraiment être la solution. On va plus se faire avoir avec cet écran de fumée là qui est l'immigration, l'islam, etc. Et on pourra se concentrer sur les vrais sujets. Le racisme, dans nos territoires, ça devient pratiquement du quotidien. J'ai un associé, né en France, qui a grandi dans un village, qui s'appelle Mohamed El Mayali. Ce mec-là, c'est un mec en or, issu de l'immigration. Il vit le racisme chaque semaine. Et aujourd'hui, les langues se délient, c'est l'arabe, des choses qu'on n'entendait pas encore il y a quelque temps. Et aujourd'hui, on a besoin de vous, les politiques, de nous donner des solutions et des choses pour continuer à garder espoir. On sait qu'on aura besoin de la main-d'œuvre dans les années à venir parce qu'en fait, on est un continent qui se vieillit, mais en fait, on n'a pas envie de les accueillir, quoi. Alors qu'on sait que tous les migrants qui arrivent, ils font tous les boulots, entre guillemets, de merde, quoi. Les boulots qui sont mal payés, que personne n'a envie de faire. Et qui sont peu reconnus. Je suis sénégalaise. Et quand on dit Sénégal, on parle France, parce que ancienne colonie. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi la France. Pour moi, c'était évident. Liberté, égalité, fraternité. Moi, je demande une légitimité. Je travaille, je paye mes impôts. Mais en fait, ma voix ne compte pas. On ne me voit pas comme un avenir. On me voit comme un problème. La France a une histoire. L'immigration est une richesse parce que c'est la main-d'œuvre intellectuelle, physique. Donc il faut réguler l'immigration, mais c'est l'immigration clandestine qui n'est pas bonne. Je viens d'Albanie. C'était pas facile pour abandonner mon pays. Je suis dans une situation irrégulière. En Albanie, je finis mes études. J'ai un métier, je suis comptable. Je veux travailler, mais je n'ai pas de droit. J'aimerais bien faire un master ici, mais toujours j'ai une réponse négative. On ne voit pas une
avenir. Juste on vit pour aujourd'hui. La France, elle m'a beaucoup donné. Elle m'a donné des diplômes, elle m'a donné un travail, j'ai rencontré mon mari, elle m'a donné aujourd'hui des enfants. Quand on arrive en France, qu'on fait tout ce parcours-là et qu'au bout de 10 ans de résidence en France, on reçoit un courrier de l'OFI qui nous invite à aller faire un test de français, j'ai envie de dire. Elle est passée où, la France qui est censée intégrer? Moi, je suis maman célibataire. J'ai 46 ans, je suis enfant de mineur. Mon père est arrivé en France dans les années 60. On nous a fait croire à l'égalité des chances et c'est pas vrai. Moi, mes frères se faisaient contrôler dans la rue. Aujourd'hui, mon fils, il a 16 ans, il se fait contrôler dans la rue. C'est pas normal. Je suis française, il est français. Donc quand je suis sans cesse renvoyée à ça, moi, ma France, c'est la France de 98, la Coupe du Monde, black, blanc, beurre, où tout le monde s'aime. Je suis petite fille d'immigrés algériens. J'ai un grand-père du côté maternel qui a fait 30 ans de fond à la mine. J'ai un autre grand-père qui a travaillé dans la sidérurgie. Ils ont élevé avec un seul salaire des familles. Mes parents se sont battus pour que nous ayons des droits aujourd'hui. Et moi, j'aimerais que mes enfants soient enfin considérés comme français. Et j'aimerais ne plus avoir à prouver ma valeur en tant que française. Aujourd'hui, on a l'extrême droite qui a une idéologie qui est structurée, qui est claire, qui a des soutiens financiers. Et moi, je regrette qu'à gauche, on ait un discours souvent très flou et qui vise à dénoncer. Je crois que dénoncer, c'est pas un projet de société, en fait. C'est pas comme ça qu'on va embarquer ceux qui s'interrogent légitimement sur qu'est-ce que l'identité française. C'est vrai que autant de mes grands-parents, dans l'Hexagone, tout le monde avait la peau blanche. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Si on regarde le projet qu'ont mis en place les inventeurs de notre République, ils ont créé une identité pour lier des gens qui avaient rien en commun. Ils sont allés dans la même école, ils ont appris la même langue, ils ont appris des références culturelles communes. On ne naît pas français, c'est quelque chose qu'on apprend, qui est un projet politique en fait. D'abord, j'avoue que j'ai hésité à venir, parce que je me demandais s'il y avait encore des espaces où on pouvait discuter sans s'arracher les yeux. Vous avez su faire parler beaucoup de gens très différents, dire des choses très intéressantes sur des sujets qui nous préoccupent tous. J'ai pas trouvé ça pessimiste, en fait. J'étais plutôt content de voir qu'il y a des gens qui disent des choses intelligentes en France, parce qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a que des imbéciles qui parlent, quoi. Personnellement, j'aimerais retrouver dans le monde politique, quels que soient les partis, des visions. La vision de nous amener quelque part. Nous, monde économique, on a besoin de se conforter au monde politique. 1960, général de Gaulle pense la défense, pense le nucléaire. Nous avons besoin d'avoir des hommes politiques qui soient des visionnaires. Ce que je sens dans ce que vous avez dit et de ce qu'on a entendu, c'est la capacité de transformation que nous portons et encore ce grain d'envie, d'optimisme qui a l'air d'être bien vivant. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est que autour de la création de solutions, il y ait un vrai débat du haut en bas, de l'est à l'ouest. Je reprends votre expression, que je crois que c'est vous. Vous avez dit on a besoin d'un brainstorming général, mais ce brainstorming, c'est à tous les étages. Il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes qui ont été dites ce soir par tout le monde. Et ça a été dit aussi à la fin du documentaire sur en fait vous, votre rôle en tant que politique de nous donner une vision en fait, de nous donner un cap sur plein de sujets. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu en ce moment. Je pense que honnêtement la politique elle est loin d'être fichue. Ce qu'il faut c'est qu'on ait un vrai discours, voilà, un discours vers l'avenir et rassembleur. Voilà, c'était pas facile de choisir parmi ces 15 heures de débat, mais je crois que tout le monde a ressenti la même émotion, des fois des cris, des fois de l'humour. Tout a été dit avec des tons différents et des accents différents aussi, entre Douai et la Seine-sur-Mer par exemple, mais beaucoup de choses convergent, on va le voir tout à l'heure. Alors, je peux vous confirmer également que, comme le disait un monsieur, on a réussi à débattre sans s'arracher les yeux, c'est donc assez différent du climat qui règne à d'autres endroits parfois. Je propose, on va être assez court, mais j'aimerais bien avoir quelques témoignages. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire venir les 2000 personnes qui ont participé à ces débats aujourd'hui. La salle aurait été trop petite, mais si on veut bien amener un micro à Clémentine Arnaud, qui est là au premier rang, à côté de son grand-père d'ailleurs, et qui nous est venu de Guéret. Voilà, Clémentine, si vous voulez bien vous lever. Bonjour. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous êtes dans l'enquête que nous avons faite, qui a servi à animer les débats. Vous êtes la première qui parlait, hein, et donc on vous a vu dans toute la France en train de dire ce que vous avez dit. Et d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce que vous disiez ?
Je disais que si on ne trouvait pas un moyen d'alléger la pression ambiante, de ramener un peu de bonne humeur et d'optimisme, tout allait exploser. Et alors, quand vous voyez cette enquête à laquelle vous avez participé, vous avez l'impression que ça rend encore plus pessimiste ou bien que ça donne des pistes peut-être pour enlever un peu de la pression ? J'ai l'impression que c'est pas la France que je vois à la télé et je préfère celle que je vois là. Oui, je pense que vous n'êtes pas la seule. Alors, bon, vous n'êtes pas une militante et vous avez accepté de répondre aux questions de notre journaliste à Guéret. Vous êtes venu à la réunion qui concernait votre ville et vous êtes encore là aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que vous avez accepté de donner du temps au débat public ? Parce que même si je fais partie de ces personnes qui finalement sont très méfiantes envers la politique, si je ne fais pas le déplacement, si je ne pars pas pour moi et pour ce que je représente, j'ai aucune chance que ma voix soit portée. Alors j'ai plus confiance, mais je donne encore des chances. Voilà, très bien, merci. Voilà, une chance. Je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas c'est une chance. Alors, vous allez passer le micro à Maria Conquet, qui est de l'autre côté, voilà. Voilà, Maria Conquet. Alors vous n'êtes pas une Française parmi d'autres qui seriez venue par hasard. Vous êtes une militante socialiste, secrétaire de la section de Carcassonne, je crois, je ne me trompe pas. C'est ça, absolument. Alors, vous étiez à Carcassonne à la réunion que vous avez contribué d'ailleurs à faire réussir en mobilisant vos militants. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la fois en regardant ce film, parce que vous n'avez vu que Carcassonne, là vous avez vu les autres réunions, qu'est-ce que vous avez ressenti à Carcassonne et qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant cette enquête ? Moi, c'est très émouvant pour moi parce que parlez plus près du micro. C'est très émouvant pour moi parce que ce sont des témoignages honnêtes et qui reflètent un peu plus ce que nous traversons, ce que nous vivons peut-être en local, que ce que nous entendons dans les médias traditionnels et comme on se plaît à le dire, la politique se fait sans les citoyens. On voit bien qu'ici, grâce à cette démarche, eh bien non, on tient compte et on écoute les citoyens français. Et c'est ce que nous avons essayé de mener à la section de Carcassonne. La section socialiste, nous nous sommes pris au jeu et on a découvert le soir de la restitution que nous avions des chefs d'entreprise, des jeunes qui sont complètement invisibilisés dans notre territoire aujourd'hui. Entre autres, des travailleurs pauvres, voilà, des profils que nous n'avons pas dans nos réseaux, que nous n'avons pas habituellement dans nos campagnes. Et ce temps nous a permis d'aller les voir, de rencontrer ces profils-là. Mais quand vous entendez les gens aussi méfiants à l'égard de la politique ou des politiques, plus exactement, ou des partis politiques, vous qui êtes une militante, est-ce que ça vous a pas un peu découragé, impressionné Non, au contraire. C'est une réalité aujourd'hui à laquelle on se confronte. Et justement, ce temps-là d'échange, de rencontres qu'on n'aurait pas eu autrement. Parce que vraiment, cette démarche-là, c'est une réelle expérience très positive pour nous. Elle nous permet aussi de reconnecter parfois et de se confronter à ça. Donc, ce que nous avons entendu là et en local, puisque à Carcassonne, on a eu énormément de retours, nous en tenons compte et nous préparons une échéance. Et le fait d'arriver aussi en période sans échéance, sans promesse, sans ce cadre-là, nous a fait énormément de bien à l'ensemble des militants aussi, je crois. Très bien. Est-ce que vous pouvez passer, merci beaucoup, le micro à votre voisin de droite, Olivier Andreau, de la Fédération socialiste du Var. Vous étiez un co-organisateur de la réunion de la Seine-sur-Mer. Alors, qu'est-ce que cette réunion vous a fait ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Ce que cette réunion, l'analyse qu'on en a fait avec les organisateurs, c'est que, en fait, les gens n'ont plus besoin de nous. Il y a eu des signaux, ou peut-être une réalité, qui ont laissé penser au peuple qui n'avait plus besoin, ou qu'en tout cas, les responsables politiques ne leur étaient plus utiles. Et ça c'est puissant, et ça nous appelle à nos responsabilités et à nos devoirs. C'est-à-dire que quand on s'investit en tant que militant, ou quand on veut prendre des responsabilités dans la politique locale, en fait, on doit faire les choses au service des autres. Et la deuxième chose qui nous a percuté, au-delà de la souffrance et de la notion de survie qui revenait très régulièrement, c'est, à contrario, l'espoir
les initiatives qui étaient prises par les personnes les plus en difficulté. Souvent, ce sont des femmes, souvent, ce sont des mères célibataires, souvent, ce sont des personnes qui sont sans emploi, donc qui sont dans de profondes difficultés et qui, en fait, essaient de s'organiser, de monter des collectifs, de proposer des choses, qui prennent des initiatives. Et c'est la deuxième chose qui me semble très importante dans ces réunions, c'est de considérer que en fait, les personnes sont autonomes, elles peuvent prendre des initiatives, elles sont souvent plus rapides et plus efficaces que les administrations, les responsables politiques. Et donc si nous, responsables politiques, et plus précisément à gauche, nous voulons être utiles, c'est de ça devons nous nourrir, quoi. Très bien, merci beaucoup pour ce rapide témoignage. On va terminer avec Alix Soler. Voilà, vous êtes secrétaire de la Fédération de l'Aude, donc on retourne à Carcassonne. Évidemment, vous êtes venu en voisin, quasiment, tout le sud de la France est là. Voilà. Et enfin non, il y a Guéret quand même, hein, c'est pas le sud encore tout à fait. Donc, même question, d'abord ce que vous avez ressenti, et qu'est-ce que ça vous apporte à vous qui êtes responsable d'une fédération socialiste, une réunion comme ça, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est un moment de... On se défoule, on raconte tout ce qu'on a sur le cœur? Je crois qu'on a tous la sensation que notre société, elle est très polarisée. Et en fait, avec des avis très tranchés. Et surtout, on vit chacun d'entre nous dans des sortes de bulles qui sont très difficiles à dépasser. Et nous-mêmes, dans nos organisations, dans notre parti politique, on le vit, je pense, assez naturellement. Et finalement, dans cette démarche, quand on tend le micro avec sincérité aux gens, on se rend compte qu'ils répondent eux-mêmes avec plaisir déjà et avec sincérité. Alors c'est sûr que parfois, généralement, on entend des choses sur lesquelles on peut être d'accord, avec des valeurs partagées, mais il arrive aussi que ça ne soit pas forcément dans le sens sur lequel on porte nos valeurs. Et je crois que si on ne s'est pas attrapé dans les réunions, on a quand même eu quelques oreilles qui pouvaient saigner parfois, pour certains, dans des interventions. Mais pour autant, c'est utile. C'est utile parce que dans une société, comme je disais, polarisée, le rôle d'un parti politique, et de la politique en général, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est de réguler les sensations de chacun. Et je crois qu'en ce sens, ça apporte beaucoup au débat public et à l'apaisement dans notre société. Merci Alix Soler, merci beaucoup.